Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, eh bien, je suis ravie, très honorée d'être avec Nicolas. Nicolas qui a créé une start-up aux États-Unis et qui est français. Bonjour Nicolas. Salut Cécile. Alors Nicolas, votre start-up qui s'appelle Chili Piper, c'est bien ça, est C'est ça. extraordinaire parce qu'en fait, elle a vraiment donc une très belle ascension et surtout, elle est sur un usage assez peu connu. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer un peu l'histoire de cette start-up? Oui, donc c'est une société que j'ai démarrée il y a 5 ans avec ma femme, qui est aussi dans la tech comme moi. On avait l'idée d'automatiser tout ce qui est flux de travail du marketing et des ventes. Et on a trouvé un problème en fait que bizarrement personne n'avait réglé, c'est-à-dire que sur les sites web, quand un prospect arrive, il y a un formulaire qui dit contactez-nous. Donc le prospect remplit le formulaire et quand le formulaire est rempli, il reçoit une page merci, quelqu'un vous appeler et il reste là à se demander quand on va l'appeler. Et donc les sociétés en fait perdent plus de la moitié de leurs prospects dans ce processus parce que l'équipe de vente tarde à rappeler le prospect et le prospect disparaît. Et donc nous, on a automatisé ce processus quand quelqu'un soumet un formulaire. On a un petit JavaScript intelligent qui récupère les données, qui fait ce qui s'appelle la qualification du prospect, ensuite retrouve le bon vendeur et en temps réel propose le calendrier et donc permet de prendre une réunion. Et voilà, et du coup, nos clients doublent leur taux de conversion en inbound. Ils ont très peu de pertes. Et ce qui est étonnant, c'est que personne d'autre s'est adressé à ça. On a commencé il y a 5 ans, on est toujours à peu près les seuls à faire ça. Maintenant, on a plus de 1000 clients, on a 170 personnes et on a des clients très visibles comme Airbnb, Spotify, tous les grands noms de la tech aux États-Unis. Impressionnant, impressionnant, surtout sur la façon dont vous managez, dont vous challengez vos équipes, puisque vous avez en fait une entreprise full remote. C'est bien ça, Nicolas. En fait, il n'y a pas de siège social et tes talents sont dans le monde entier et tu as une façon de les manager qui est quand même assez unique, originale. Est-ce que tu peux nous donner quelques Ouais, recettes? ben donc je suis français, j'habite à Brooklyn. Ma femme est roumaine. Donc, quand on a commencé, on s'est tout de suite dit, il y a du talent dans le monde entier et on ne va pas se restreindre à une géographie particulière. Donc, au début, l'équipe, on était 5. Il y avait donc Alina et moi à Brooklyn, un Ukrainien à Lviv, près de la Pologne, un autre Ukrainien dans le Monténégro et un Roumain à Bucarest. Et on avait avec Alina l'expérience du travail à distance et on savait que ça pouvait marcher. Donc on s'est dit, bien, on va continuer comme ça, on embauche où que ce soit. Et on a continué, tout le monde nous disait, c'est pas possible, ça marchera pas, surtout avant le Covid, ça paraissait impossible. Maintenant, on est 170 employés, on est dans 135 villes, on est dans 30 pays dans des pays très variés. On a des gens au Maroc, en Macédonie du Nord, au Chili. On vient d'embaucher en Inde. Donc, partout dans le monde. Et on travaille tous sur Slack et sur Zoom. C'est comme Mais ça on qu'on se travaille. dit, mais comment est-ce possible d'arriver à prendre des décisions, d'arriver à engager et d'arriver peut-être à évaluer, contrôler? Comment ça se passe, la décision, l'engagement et le contrôle? Je vais commencer par le contrôle parce que c'est un mot qui est un peu qui a certaines connotations. Euh, qui peuvent être négatives. Donc, le fait est qu'on donne beaucoup d'autonomie à nos employés et on embauche des gens plutôt seniors. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, avec le cloud, c'est très facile de voir les contributions des gens individuels. Donc, un vendeur, par exemple, c'est facile de voir s'il vend, parce qu'à la fin du mois, on voit s'il a vendu ou pas. Un ingénieur, c'est facile de voir s'il a produit, parce qu'il y a du code qui sort. Un marketeur, on voit s'il a fait des articles ou s'il a amené du pipeline. Et donc, en fait, c'est très facile de voir la contribution des gens. C'est quelque chose qui m'étonne toujours. Les gens se disent, il faut voir, faut contrôler les gens. Souvent, j'ai des ingénieurs qui ont eu des mauvaises expériences. Donc, quand je les interviewe, ils me disent, comment vous faites pour contrôler nos heures? Et je leur dis, mais je ne contrôle pas du tout vos heures. Je t'attends à ce que tu sois motivé. Tu as un projet, on a un projet, on travaille ensemble. Donc, il y a, il y a pas de contrôle au sens contrôle. Il y a par contre un suivi de la performance qui, lui, est très serré, en fait. Et on a une mission d'aider les gens à progresser.
Donc, quand quelqu'un vient, on leur dit notre engagement, c'est de t'aider à t'engager professionnellement. Donc, tu nous dis ce que tu souhaites faire. Par exemple, quelqu'un qui rentre dans l'équipe marketing dit moi, je voudrais devenir généraliste ou je voudrais me spécialiser dans le content ou pareil pour les ingénieurs. Et on essaie autant que possible de favoriser ce développement. Donc, on suit beaucoup les performances, mais pas du tout de façon Big Brother, de façon de suivre. Ensuite, donc, sur les processus de décision, on a mis au point un système, je crois, qui est assez unique et qui marche extraordinairement bien. C'est un dérivé de ce que Jeff Bezos a fait à Amazon. Il avait dit, voilà, les réunions prennent trop longtemps. Le processus de décision typique des sociétés, c'est que les gens se regroupent, il y a quelqu'un qui est en charge de présenter le problème. Cette personne fait typiquement une présentation PowerPoint et tout le monde débat et à la fin, on prend une décision. Donc Jeff Bezos a dit: «C'est PowerPoint, c'est pas assez précis, donc je vais demander à la personne d'écrire un mémo de moins de 6 pages», ce qui s'appelle un mémo de décision. Tout le monde lit pendant 20 minutes le mémo. Après, tout le monde a les détails et là, on discute. Donc, nous, on a commencé comme ça. On s'est dit, c'est une bonne idée, on va faire ça. Mais comme notre mémo, comme on est tous distribués, le mémo, eh bien, il était sur Internet, donc un Google Doc. Et du coup, les gens pouvaient y avoir accès avant et on commençait à commenter en étant dans les commentaires. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas besoin de réunion parce qu'en fait, toutes les opinions, les vues étaient sur le document et à la fin, la plupart du temps, il se passe deux choses. Soit la solution apparaît claire, tout le monde est d'accord, soit il y a clairement une divergence et auquel cas, ça veut dire qu'il faut continuer et faire plus de travail. Donc, on dit le mémo peut pas être, la décision ne peut pas être prise, mais il y a toujours une action à prendre. Genre, va voir ce que disent les clients, va faire une recherche marché, trouve un autre fournisseur, etc. Voilà, donc on a ce processus de décision. On a maintenant des dizaines et des dizaines de mémos de décision sur tous les sujets, sur nos prix, sur le software qu'on va acheter, sur tout. Et ça marche extraordinairement bien. Donc ça, c'est un petit secret de Chili Piper. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas en fait de contrôle, mais il y a un suivi très serré de la performance. L'engagement se fait bien, par le talent et en fait, vous accompagnez chaque talent pour qu'il puisse se développer et en fait vraiment être engagé parce qu'il a reçu les formations et puis il est compris dans son développement personnel. Et la décision, c'est pas de la réunionnite, mais c'est un process extrêmement bien documenté pour que chacun, en fonction de son temps, puisse remplir un Google Doc et donner ses points de vue. Donc, on voit vraiment ce que chacun apporte. Alors maintenant, j'ai une Exactement. question un peu plus, j'allais dire, peut-être managériale. Il y a le présentiel, il y a le distanciel, mais en fait, est-ce que vous faites du présentiel? Et si oui, en fait, c'est quel objectif et quelle forme? Donc on fait du présentiel que dans le contexte du fun. C'est-à-dire ce qu'on appelle fun. En fait, l'idée, c'est de se dire, on n'a pas besoin de se rencontrer pour le travail. Ça marche très bien sans ça. On pouvait des réunions sur Zoom. Mais par contre, ça serait sympa de se rencontrer pour se faire plaisir. Et donc, une fois par an, on va faire la fête. Donc, il y a 2 ans, on est parti à Ibiza faire le closing du Pacha. Cette année, on a trouvé encore mieux. On a loué toute une plage à Tulum, au Mexique, et on s'est tous retrouvés 3 jours, vraiment, vraiment 3 jours de fête. Et on ne parle pas business, on ne fait pas de présentation. C'est 3 jours de fête avec toutes les activités. Et après, comme on a trouvé ça sympa, on sponsorise les fêtes locales. Donc, en fait, maintenant, par exemple, on a quelques employés à Moscou. Donc, ils se retrouvent, ils vont dîner, ils boivent du champagne et c'est la société qui finance. Et voilà, donc on finance la fête. Et ça fait du coup que les gens apprennent à se connaître, se rencontrent. Et comme ils se rencontrent dans un contexte festif, c'est beaucoup plus agréable. Donc ça crée des liens plus forts, en fait. Donc c'est un peu paradoxal. Donc, quelque part, c'est une certaine culture Chili Piper. C'est la culture où le présentiel, c'est la fête. Et ensuite, il y a une liberté pour travailler un peu quand on veut, où on veut, avec qui on veut. C'est bien ça. C'est exactement ça. L'exemple le plus frappant qui m'a presque rendu jaloux, c'est j'ai l'une de mes vendeuses qui a loué un bateau sur la Méditerranée l'été dernier. Elle s'est assurée d'avoir une connexion satellite fiable et elle a fait tout son travail depuis un voilier entre la Sicile, les îles grecques et Malte, en fait. Donc on la voyait sur Zoom avec les autres voiliers derrière faire ses conférences. Et ça s'est très très bien passé. Elle fait très très bien son boulot et tout le monde est content.
Mais alors concrètement, ça veut dire qu'en fait, si chacun est libre, ça veut dire qu'en fait, vous êtes une organisation totalement aplatie, il n'y a plus de management, il n'y a plus de hiérarchie. Concrètement, en fait, ça veut dire que Nicolas, toi qui es le fondateur avec Alinea, en fait, vous êtes les deux seuls managers. C'est ce qu'on pourrait imaginer et c'est ce que en fait, j'aurais souhaité. Ça me paraissait le mode utopique de management où, il n'y a plus de manager, il n'y a plus de chef, tout ça. Mais en fait, il se trouve que c'est un sujet différent, le sujet du management et quand j'ai souhaité, en fait, j'ai souhaité faire cette structure plate, j'ai commencé à écrire un mémo de décision puisque, hein, c'est comme ça qu'on travaille. Donc je voulais expliquer pourquoi on fait ça, les alternatives, tout ça. Et au fur et à mesure que j'écrivais, je m'étais dit: «Je vais faire ça en une semaine». Ça m'a pris des mois. J'ai lu tout ce qui se faisait sur le sujet, la sociocratie, la holacratie, et cetera. Et à la fin, ma conclusion, c'était qu'en fait, c'était pas possible. Et la raison pour laquelle c'était pas possible, c'est que je me suis rendu compte que pour aider les gens à progresser professionnellement, il faut bénéficier des gens qui, eux, ont déjà fait cette progression, donc les gens qui ont plus d'expérience. Donc ce qu'on appelle le coaching en Amérique. Et le coaching, c'est difficile de le faire de façon transactionnelle, c'est-à-dire de passer de l'un à l'autre et dire tiens, je te coach toi, maintenant je te coach toi, comme ça. Il faut pouvoir suivre les gens dans la durée, dû en fait une structure qui est une structure managériale par défaut, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre, quelqu'un qui va lui apprendre, et quelqu'un qui va lui apprendre et son patron. Euh, et voilà, donc dans mon décision, j'ai réinventé la hiérarchie en fait, ou en tout cas redécouvert pourquoi la hiérarchie a du bon. Alors en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de la rendre autant que possible, d'enlever les effets négatifs de la hiérarchie. Donc, par exemple, un truc, on passe beaucoup de temps à former nos managers pour qu'ils soient des bons managers. Parce que ça, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que les gens ne quittent pas les sociétés, ils quittent leurs managers. On est frustré par les managers. Donc, on passe beaucoup de temps, on a même un coach externe qui vient coacher nos managers pour s'assurer au niveau humain surtout, qui ont des bonnes habitudes au niveau humain. On passe beaucoup de temps. On a 4 valeurs d'entreprise. Et la première, c'est help, donc aide. Et donc, tous les vendredis, on honore la personne qui a été on appelle ça la licorne de la semaine. C'est la personne qui a le plus aidé. Et donc vraiment, on met en avant l'idée d'aider les autres gens comme une valeur centrale. Et on essaie de faire en sorte que les managers comprennent que leur job, c'est toujours d'aider. On n'est pas là à sanctionner comme au bon vieux temps de l'école française où les professeurs pensaient que c'était leur job de punir. On est là pour aider les gens à progresser. Donc voilà, on a gardé une hiérarchie et je vois là, justement, cette semaine, j'avais à revoir une décision d'un département qui me disait j'ai besoin de plus de hiérarchie et je pense que c'est la solution qui marche le mieux. Et les trois autres valeurs, juste pour savoir, après help, c'est quoi? Liberté? La liberté, elle est inclue dans la structure, en fait. La deuxième, c'est innovate, donc et on essaie constamment de faire les choses différemment. Take ownership, donc ça, c'est un peu le j'ai ajouté celle-là au fur et à mesure parce que je voulais que les gens comprennent bien qu'avec l'autonomie vient la responsabilité. Donc, take ownership, ça veut dire, OK, vous êtes autonome, mais vous devez être en charge des résultats. Et le dernier, peut-être mon favori, c'est have fun. Waouh! Ouais. Super intéressant, ouais, c'est ce qui te drive. Alors là, j'aurais donc peut-être une question, la petite dernière, sur un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui sont les ressources humaines. Les ressources humaines en France, c'est un domaine qui est déjà le droit social, hein, c'est un domaine qui est là aussi pour développer, mais c'est aussi un domaine qui est de plus en plus challengé par l'intelligence artificielle. Et donc là, toi, tu as des personnes dans le monde entier, donc tu as des cadres juridiques différents, tu as des problématiques, tu peux faire dans certains pays ce que tu ne peux pas faire dans d'autres au niveau des ressources humaines. Comment ça se passe? Vous avez un DRH mondial? Vous avez des DRH par zone? Comment ça se passe, les ressources humaines chez vous?
Il y a maintenant, surtout avec le Covid, euh, un besoin reconnu mondialement de gérer des gens dans d'autres pays. Donc, en fait, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dessus, sur le cadre juridique en particulier. Donc, on utilise l'une de ces sociétés. C'est une société de portage, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle en français. Donc, en Amérique, on a une société de portage. Dans tous les pays du monde, on a une société de portage qui gère le cadre légal. Et donc, bien entendu, donc, dans chaque pays, on se plie au cadre légal. Et en fait, en fait, on sous-traite ça le plus possible. Et en fait, on a tout automatisé, nos ressources humaines. Par exemple, l'achat d'un ordinateur, le provisioning sur les apps, etc. Donc, quand quelqu'un commence, on presse un bouton et toutes ces choses arrivent. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème de conflit social local. C'est-à-dire, j'ai pas eu quelqu'un en Pologne qui me colle un procès en disant ça. Je pense que c'est en partie, il y a deux raisons. L'une, c'est lié à notre culture. Les gens on est très, comme je disais, amené à aider les gens. Donc les gens voient bien qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour les aider. Et si ces choses ne marchent pas, euh, ils nous emportent pas. Ils sont amenés à accepter et à le prendre. La deuxième chose, c'est que les marchés sont très, très actifs en ce moment. Donc, les gens ont d'autres jobs, donc ils ont d'autres choses à faire que de faire un procès à un employeur quand ils en ont 10 autres qui les attendent. Et on a aussi une politique, en fait, RH. Claire et précise. Par exemple, on a eu malheureusement des incidents d'harcèlement sexuel quand on a fait notre fête et on a pris action immédiatement. On a pris action immédiatement. C'était super clair. C'est pas acceptable. Que vous soyez contributeur ou pas, c'est pas acceptable. Donc, je pense que l'ensemble fait qu'on est en bonne position pour éviter les conflits. Mais bien entendu, ça peut toujours arriver. Et dans ce cas-là, on se sert, si ça arrivait, on se servirait de notre partenaire local pour aider à gérer. Waouh, très intéressant parce que tout est quand même pensé et tout est déjà formalisé pour pouvoir anticiper s'il y a des sujets donc RH qui sont souvent des sujets pas fun justement puisqu'on est là souvent en RH pour rétablir les équilibres. Alors vraiment un immense merci. Le slogan de la fin, Nicolas, qu'est-ce que tu aimerais partager avec tous les mookers et tous les abonnés de la chaîne YouTube qui sont vraiment intéressés par ton entreprise Frog, c'est-à-dire 100% digital avec tous les talents du monde entier. Un petit message? Je pense que le mode distribué, travailler où on veut, c'est le futur. Donc, s'il y a des talents qui veulent voir le futur à Chili Piper, ils sont les bienvenus de rejoindre l'équipe. Merci infiniment pour ta contribution. On retiendra au moins 3 idées parce qu'il y en a plein d'autres que tu as bien sûr énoncées. La première idée, c'est qu'une entreprise distribuée, c'est quand même une entreprise très organisée. Il ne faut pas croire que c'est tout le monde, donc partout, comme on veut. Non, c'est formalisé, organisé, structuré avec du management, avec des managers et des ressources humaines. La deuxième idée importante, c'est qu'on retrouve les fondamentaux du management. Il y a bien les valeurs, il y a la vision, il y a bien entendu l'organisation et puis il y a la gestion des hommes qui se fait certainement différemment dans ce nouveau monde, mais qui est quand même le pilier parce que si les collaborateurs sont heureux, alors leur production, leur engagement et la performance sera au rendez-vous. Et la troisième caractéristique très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les startups, on les voit, sont des startups eh bien, dans le monde entier avec des modèles qui se ressemblent, des modèles qui vont vers du 100% digital, des modèles qui nous ouvrent des nouvelles opportunités sur le monde du travail. Et donc, il ne faut pas avoir peur eh bien, de penser l'hybridation si on est encore une entreprise classique ou de penser le 100% digital qui est, comme le dit Nicolas, peut-être un modèle, un parmi les modèles de l'avenir. Merci Nicolas. Tu es Merci. où là, juste pour nous dire, hein, dans quelle ville? Pacific Palisades, qui est donc une Wow, partie de Los Angeles. Los Angeles. Voilà. Mille merci pour ta contribution et à bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci. Et bonjour à toute l'équipe de Chili Piper.